À la base de l'expérience humaine se trouve la dimension que nous connaissons le mieux, celle de la matière. C'est le monde fait de particules et de molécules qui constituent l'énergie de l'espace, les étoiles, les planètes, les éléments abiotiques, comme tous les êtres vivants, et finalement le corps même de l'homme, support de l'intelligence. Mais cet univers de matière n'est pas simple. Il est fait de niveaux d'organisation successifs qui sont imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes. Pour être plus précis, ils forment une gigantesque structure fractale, et si nous observons un détail de cet univers, il révèle de nouvelles structures, de nouveaux mondes, qui sont toujours identiques les uns aux autres. Cela devient d'autant plus évident que nous observons cet univers depuis différentes positions et à diverses échelles. Prenons l'exemple d'un verre d'eau. Il contient plus d'atomes que tous les océans du globe ne contiennent de verre d'eau. Quant à l'être humain, il est composé de 100 000 milliards de cellules, et dans chaque cellule, il y a environ 1000 milliards d'atomes, soit 10 puissance 25 atomes. Et si nous approchions suffisamment près pour observer le noyau d'un atome d'hydrogène, nous verrions son électron le plus proche graviter à plus de 100 mètres de lui. Le noyau serait comme une mouche au milieu d'une cathédrale, et l'électron aussi peu visible qu'un grain de poussière sur la voûte de la nef. La matière est donc composée principalement de vide. Or, les distances qui séparent les différentes particules d'énergie à l'échelle quantique sont aussi gigantesques en proportion que celles qui séparent les étoiles entre elles, à une échelle immensément plus grande. Mais cela n'est pas tout. Ce que nous voyons n'est pas la totalité de ce qui existe. Nos sens nous rendent compte d'un univers, mais ils nous trompent. En vérité, il n'existe pas un seul univers, mais un nombre infini d'univers accolés les uns aux autres, comme des bulles de savon. Ces univers oscillent les uns par rapport aux autres, engendrant, grâce à ces flux d'énergie, d'autres univers voisins. Certains de ces univers sont arrivés en fin de course. Ils sont épuisés, soit par leur expansion, soit leur contraction, et ils éclatent comme des bulles. Tous ces univers forment le grand univers, appelé aussi le multivers. Si l'on veut adapter cette description à la réalité cosmologique, il est nécessaire d'évoquer les méta-univers, encore appelés univers jumeaux. Pour obéir à la loi de symétrie, chacun de ces univers est lié à un jumeau, formant ainsi avec lui une paire d'univers gémellaires. Quand un nouvel univers émerge, la quantité égale de matière et d'antimatière se scinde pour former d'une part un univers de matière et d'autre part un univers d'antimatière.
C'est ainsi que naît la gravité. L'univers opposé encapsule l'univers adjacent. La réalité fondamentale de chaque univers est alors caractérisée par une constance propre, la vitesse de la lumière. Dans notre feuillet d'univers, que les Égyptiens appelaient Nout, la lumière se déplace, semble-t-il, à la vitesse d'environ 300 000 km/s, qui est celle observée dans notre cadre tridimensionnel. Mais il suffit de changer de cadre ou d'entrer dans un système référentiel à plusieurs autres dimensions pour que cette vitesse de la lumière soit variable et tende même vers l'infini. Il en est ainsi dans le feuillet jumeau appelé par les Égyptiens Djout, où la lumière voyage à des vitesses variables, de 0 à l'infini. La démarche d'Albert Einstein n'était pas fausse, mais il ignorait que cette vitesse, qu'il considérait comme une constante, ne l'était que dans un système de référentiel donné. C'est cette singularité de la lumière qui offre la possibilité de voyager d'un point à un autre de l'espace à des vitesses fulgurantes en utilisant les propriétés de l'univers jumeau. Mais passons du monde macrophysique à l'univers microphysique, qu'on appelle également l'infiniment petit. Lorsque nous atteignons le plus petit espace physique mesurable, qui est la longueur de Planck, que se passe-t-il? Cette dimension est de 10 puissance moins 33 cm, et sous cette valeur, la physique actuelle n'est pas en mesure de décrire ce qui se passe. Les phénomènes peuvent-ils se produire dans ces dimensions inférieures? Selon le principe de la relativité générale, c'est l'énergie qui détermine la géométrie de l'espace-temps. À l'échelle de Planck, la courbure du temps pourrait se réaliser et perdre par conséquent la flèche que nous connaissons en effaçant du même coup le principe de causalité. Le passé et le futur deviendraient alors des notions vides de sens. C'est le symbole cher aux hermétistes, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. À cette échelle, que pouvons-nous observer? Y a-t-il encore quelque chose? Les équations disent que l'observation d'un tel espace est impossible. Néanmoins, nous sommes capables de déduire certaines propriétés des particules qui animent ce milieu, tout comme nous pouvons calculer la présence d'une exoplanète hors de portée d'une observation directe. Nous avons aussi des outils de déduction pour savoir ce qui se passe dans ce monde étrange, régi par des lois différentes de celles qui s'appliquent à notre monde connu. Pour avoir une idée de la réalité subatomique et des autres dimensions qui pourraient exister au-delà, il est important de comprendre quelle est la nature même de la matière.